some collaborators who worked with us on producing this, and it's going to be more or less in 3 parts. We're going to describe what we did, because we were asked to look at the genetic provenance that could be obtained from these museum remains, which is going to include a little bit of technical explanation so that you can follow the rest, and then we're going to present the results within the context of migrations across the Pacific and what we know, and how do our results fit in with what already exists. And then for the conclusion, we're going to say where we are and what could be done with remains like this and the type of results we have, what's the potential, and how could they be complemented by other forms of investigation, both scientific and cultural. Ok, bon, je vais vraiment faire la synthèse. Donc on va vous présenter une partie des résultats génétiques qu'on a pu obtenir sur ces têtes, en tout cas sur une partie de ces têtes, dans le cadre, on va dire, des connaissances génétiques associées au peuplement de la Nouvelle-Zélande, évidemment, pour essayer notamment d'authentifier ces têtes. Et puis on conclura en montrant aussi finalement que, là encore, comme le disait Alain à l'instant, ce n'est qu'une source d'analyse qui finalement n'est là que pour complémenter les autres sources d'informations, et qu'au final c'est la synthèse de tout ça qui nous apporte des réponses intéressantes. Okay, something a brief part about museum collections in general. These are not têtes Maorie. These are collections of Andaman Islanders. Really, just to emphasize what Christian and Alain have said, that these collections that were made, particularly in the 19th century, they're really quite wrapped up with the development of anthropology as a discipline in itself, about definition of other people, and also by reflection definition of ourselves. And that these are largely unexplored repositories of information, which can be used in many, many different ways. And this picture just shows some of the aspects that I've been working with, and how the 19th century views still exist today. The picture in the middle, at the top, is a dramatization of Sherlock Holmes' book, who has an Andaman Islander as an assassin, and described as a devilish and evil person, who, after the description by Marco Polo, who probably never went to the Andaman Islands, and described them as dog-headed cannibals. Whereas if you look at the picture below, I don't think you would describe any Andaman Islander in this way. So in a way, it's a question of looking at what the real potential of human collections is in Nouvelle-Zélande and other places. Okay. Ok, alors comme le disait Philippe à l'instant, l'intérêt des collections de musées, c'est qu'elles se sont constituées finalement en même temps que le développement de la discipline de l'anthropologie elle-même. Finalement, il y a un grand parallèle entre l'accumulation de ces restes humains et les développements théoriques en anthropologie. Et là, en l'occurrence, les restes que Philippe vous présente, ce sont ceux dont il est particulièrement spécialiste, des restes associés à des individus de l'archipel Andaman. Et comme tous ces restes de musée, pendant longtemps, il y a eu une espèce de fantasme associé à ces indigènes étrangers, notamment, qui pouvaient être représentés comme dans cette photo au centre en haut d'une fiction à partir d'un livre de Sherlock Holmes qui représentait donc un assassin Andaman comme comment dire, un humain, un cannibale à la tête de chien, c'est ça ? Voilà, donc ce qui n'est pas exactement la représentation qu'on pourrait s'en donner si on regarde une photo d'Andaman comme vous en voyez un en dessous. Donc on est dans le même genre de fantasme historique. Okay, this is actually nothing to do with genetics, but it's very much related. This is a linguistic study of the Austronesian languages, and this was done with a phylogenetic method. So in other words, it's looking at reconstructing the evolution of the Austronesian language. And languages change much quicker than genes as a rule, and so they're quite a good way of investigating this. So the results show that it's clear that the Austronesian languages of the Pacific originate in Taiwan and Philippines area, that it's coming from Taiwan, and there are basically 2 pauses in the evolution of these languages through time, that it's quite recent, which confirms with the archaeology. But what is interesting, as you go across the
Pacific into Polynesia, you find that the languages are, as we'd expect, they become later and later and later and more specialized, so that the diversity is restricted. And it clearly shows that Polynesian people are very related. So what is of interest with genetics is for us to look at different markers across the genome and see whether we can find something which coincides with this or not, and whether it can be identified. Alors sur cette diapo, on vous présente des caractères qui ne sont pas encore moléculaires, ni biométriques comme ce qu'Alain vous a montré, mais ce sont des caractères linguistiques. Donc c'est une phylogénie des langues qui vous montre en fait les relations entre les langues parlées en Océanie, qui montrent l'origine aussi taïwanaise du peuplement océanien en général, et surtout le fait qu'il y a eu des étapes avec parfois des explosions de diversité au niveau linguistique et parfois des pauses dans cette diversification avec, in fine, au niveau de la Polynésie, une diversification qu'on peut associer de façon très tardive et très limitée géographiquement, de sorte que chaque langue n'est pratiquée que sur un tout petit territoire. Okay. So we're looking to see whether the subset of diversity of language, which we find in Polynesia, which is a subset of that which we find throughout Southeast Asia, can be identified genetically. And here's a mitochondrial DNA, the female inheritance lineage that we find in humans. And indeed, in this study, they found indeed, you see the area that's shaded. You have at the top of it, you have Taiwanese in the slightly green, and then towards the bottom, particularly in the orange, you find Polynesia. So in a general sense, there is a geographical relationship in this tree of genetics, which originates back at the top towards Africa. And so there is a possibility that what we find can be explained in terms of the geographical variation. Alors cette fois-ci, ce réseau d'haplotypes, c'est pour vous montrer la corrélation avec des données génétiques réelles. Ces données, elles dérivent du génome mitochondrial. C'est un génome qui est, on va en reparler, hérité uniquement de nos mamans. Et ça nous montre qu'on retrouve cette origine taïwanaise au peuplement polynésien, puisqu'ici, vous voyez en bas, dans cette zone qui est grisée, les différents haplotypes mitochondriaux, les séquences retrouvées en Polynésie, qui dérivent d'un ancêtre génétiquement parlant qui tire son origine à Taïwan. Okay, so we're going to be looking at a range of markers. This is a cell, and inside it you have the nucleus, and inside the nucleus you have the nuclear genome, which is very, very long and has a lot of information on it, and the mitochondria, which is much smaller, and there are many more copies of it, which is why it's useful for ancient DNA, because even if many get destroyed, there will be some left. There's less information on it, however, it evolves quite quickly. But it's only inherited through the female line, and so it gives you a restricted picture. Alors votre génome, il n'est pas unique, il est composé de plusieurs compartiments dans vos cellules. Vous avez le noyau qui contient vos chromosomes, votre karyotype classique et vos chromosomes X et Y. Le Y, si vous en avez un, c'est que vous êtes un garçon, a priori. Ce génome-là, il est très grand, il nous apporte des tas de caractéristiques. Peut être compliqué à récupérer quand on travaille sur des restes anciens parce qu'il n'existe qu'en une seule ou deux copies par cellule. Tandis que le génome mitochondrial, celui qui est contenu dans ces petits organites cellulaires, il existe en de multiples copies par cellule. Il est donc plus facile pour nous à récupérer. Il est aussi beaucoup plus petit, donc il y a moins d'informations et surtout il n'est hérité donc que de façon maternelle, c'est-à-dire que les garçons comme les filles en ont, contrairement au chromosome Y, mais par contre, si vous êtes un garçon, vous récupérez votre chromosome mitochondrial de votre maman. Okay, so this is a little genealogical diagram. So you have in the center, you have a female on the left and a male on the right. They both have two parents, and they have two children. And this is to explain what we're trying to do very briefly. That on the left you have in purple mitochondrial DNA, which is inherited directly through the female line. On the right in purple you have the Y chromosomes, so that is passing only through the males. And then we have what we call the autosomes, which are the other nuclear
chromosomes, and at each time that a child is conceived, these are mixed up. So they are an important source of information, but they're not inherited directly through parents, and they get mixed up. So right at the bottom, you get children who have a quarter from each of their grandparents. Alors l'information génétique qui vous compose, elle est donc héritée de vos parents, de vos grands-parents également, etc. dans votre généalogie. Comment elle peut se représenter? En fait, elle se distribue dans plusieurs compartiments génomiques. Si vous êtes un garçon, vous avez un Y. Si vous êtes une fille, vous n'en avez pas. On a tous des mitochondries. Les mitochondries ne sont transmises que par nos mamans. Et donc, si on veut avoir une image complète de votre identité génétique, il faut avoir accès non seulement à vos autosomes, aux chromosomes de votre noyau, mais également à votre chromosome Y si vous êtes un garçon, et également à votre mitochondrie si, dans tous les cas, puisque vous avez forcément une maman, et qu'on n'aura pas la même information, puisque le chromosome Y va donc traduire l'information héritée strictement des hommes, alors que le génome mitochondrial va traduire l'information héritée strictement des femmes dont vous avez hérité, et les autosomes, au contraire, présentent un mélange des informations héritées des deux parents et des quatre grands-parents, etc. Okay, so this is what we did. This is a picture of us removing a very small amount of bone from the inside of a skull. We also took a small amount of strands of hair for extraction to extract and purify the DNA. And then we assessed it very carefully for degradation and contamination. And then, based on the results, we went forward to analyze as many markers as we could, both female inherited, male inherited Y chromosome, and the autosomal, and Y, what we call microsatellites. They're just more neutral variation which you find across the genome, but help you identify the structure between different populations and commonality between groups of people. Alors sur cette diapo, vous voyez représenter le type d'échantillonnage qu'on a pu faire sur les têtes maories en général. Il s'agissait d'effectuer un prélèvement minimal osseux au niveau de l'endocrâne en général. On y a adjoint quand on pouvait également un prélèvement de quelques cheveux au niveau de la tige en les coupant. Ensuite, ces échantillons ont subi un ensemble d'étapes préparatoires pour extraire, purifier l'ADN, et puis ensuite ils ont été caractérisés pour leur vérifier qu'ils contenaient bien de l'ADN endogène de ces têtes. Et une fois qu'on avait à peu près une idée des caractéristiques de l'ADN contenu, on pouvait aller chercher précisément l'ADN de leur maman, de leur papa ou des deux. Okay, so one of the things we wanted to see straight away was how degraded the DNA was, because after death the DNA breaks down from being in single strands into shorter and shorter molecules, or shorter and shorter pieces of DNA, and that's problematic in one way because you can access less information, but on the other hand, when it is very broken up and over time it degrades into quite small fragments, is a good indication that it's at least old. Whether it's original or not is another issue. Alors la première étape, donc, c'est de vérifier l'état de cet ADN. L'ADN moderne, il se trouve dans vos cellules en grands fragments. Il se trouve que le post-mortem, ce qui se passe, c'est que vous avez une dégradation qui passe essentiellement par une fragmentation de votre ADN en morceaux de plus en plus petits. Alors cette fragmentation, évidemment, elle est néfaste à des tas de niveaux parce qu'elle complique notre analyse. En gros, on a un puzzle avec des pièces de plus en plus petites pour reconstituer l'ensemble de l'information génomique. Mais elle a aussi un intérêt, cette dégradation, puisqu'elle nous permet partiellement en tout cas, d'authentifier la nature de cet ADN, puisqu'un ADN aussi abîmé ne peut pas vous appartenir à vous, à moi, il ne peut pas dériver directement de votre analyse en laboratoire. And these are the first results, which is each one of these lines represents the DNA from one head. And what we've done is at the bottom is an approximation of the lengths that we amplified, lengths of DNA that we attempted to amplify. And we've just plotted the number of molecules of DNA that each reaction gave us against the size on the bottom. So the further to the left is the shorter the molecule, and you can see as we predict,
there are more smaller molecules than longer molecules because it's degraded. Alors là, pour vous montrer expérimentalement ce que ça donne, quand on s'intéresse à de l'ADN dégradé, si on essaye de viser des morceaux d'ADN de taille de plus en plus grande, on récupère de moins en moins d'ADN chez ces spécimens. Donc ce n'est pas encore une validation de leur authenticité, mais c'est déjà un signe a priori qu'on va dans le bon sens. On s'attend à avoir ce genre de distribution. On visualise aussi que tous les individus n'ont pas la même quantité absolue d'ADN à ce niveau. Alors il s'agit là de projection de quantité de copies du génome en fonction de la taille du fragment d'ADN à laquelle on s'intéresse. Ce sont donc des tout petits morceaux d'ADN. Ça fait rigoler nos collègues qui travaillent sur les ADN modernes, évidemment, puisqu'on est obligé de travailler sur des morceaux extrêmement petits. Okay, so what we've done here, we've taken the same data and we've made a logarithmic transformation. So now we have straight lines. That means we can compare them to each other because what we're interested in to see how if they're behaving similarly. And so we want to see what the slope is. If the slope is similar, the pattern of degradation is similar. And the further you go down through into the gray area, we have less and less copy number. And that way we're assessing which level of DNA we need to put into a reaction, how much to make it work, and also those samples which are unlikely to work. So this is an essential prerequisite for going forward with good quality ancient DNA work. Alors après transformation logarithmique de nos quantités d'ADN, on se retrouve avec cette fois-ci des projections en droite. Ces droites nous permettent d'extraire un certain nombre de paramètres. Un de ces paramètres, c'est la quantité absolue d'ADN par unité de volume d'extrait. Mais l'autre paramètre, c'est celui de la pente de ces droites. La pente de ces droites, c'est un argument quant à la quantité de dégradation, en fait, formelle, sur chacun de ces ADN. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur la majorité de ces extraits, chacun de ces traits correspond à une tête différente. Eh bien, ces traits sont relativement parallèles, ce qui nous indique qu'a priori, ils ont tous subi le même niveau de dégradation moléculaire. Ce n'est pas forcément surprenant s'ils ont été conservés dans des conditions relativement similaires et pendant à peu près la même période de temps. En tout cas, on récupère des morceaux d'ADN extrêmement petits, extrêmement endommagés, mais à la limite, le contraire aurait été malvenu. Le contraire, c'est ce que vous obtiendriez si vous aviez eu un contaminant avec de l'ADN moderne, c'est-à-dire ce genre de ligne droite qui ne s'affaisse pas, puisque dans le cas d'une contamination comme celle-là, où il y a autant de grands morceaux que des petits. Okay, and here we're doing the same exercise, but we've done the same assays, both for mitochondrial DNA, which is in a much higher copy number, and nuclear DNA, which is the thing we really want to get because of the amount of information available. And it's just really showing that the degradation patterns are generally very similar, that there's less copy number of the nuclear because it's lower down, but and the variation in copy number is greater with the nuclear, which means just because you have mitochondrial DNA doesn't necessarily mean you're going to get the same preservation of nuclear. Alors cette diapo, c'est juste pour vous montrer le niveau de décalage entre la quantité d'ADN mitochondrial en haut, sur ces droites, et la quantité d'ADN nucléaire pour les mêmes échantillons, hein, si vous suivez les mêmes couleurs. On a à peu près 100 à 1000 fois moins d'ADN nucléaire de même taille chez ces individus qu'on a d'ADN mitochondrial, ce qui explique notre difficulté pour certains de ces individus, à obtenir une quelconque information nucléaire. Donc pour toutes ces têtes sur lesquelles on a travaillé, on a pu récupérer des informations mitochondriales, mais seulement pour 7 de ces têtes a-t-on pu récupérer, à ce jour en tout cas, des données nucléaires, on va dire, suffisamment bien conservées pour être authentiques. Okay, so this is another one. You want to skip this one? Well, we probably could skip it. Yeah, let's go. So we did a variation then of genotyping. We did sequencing. We did this type of assay, which discriminates between different lengths of DNA purely by what temperature the product that you make melts at, and helps us to distinguish between people with a 9 base pair deletion, in this case, and without it. And the typical Polynesian mitochondrial DNA contains a deletion of a repeat, which is what's pictured in the middle, that little code of C's, T's, C, T, A. And this is in copying of the DNA along the way. Like all the polymorphisms, they occur through random change. It's neutral variation we're looking at. There's nothing here it's really coding for anything in particular. And those errors in copying in junk areas result
things like this. Slippage and 9 bases have been removed, and we can identify people ancestral to the typical Polynesian mitochondrial through this. Alors, il y a un moyen très simple et très peu coûteux d'identifier, pas à coup sûr si vous êtes maori, mais au moins si l'ADN mitochondrial que ces têtes nous fournissaient avait des chances d'être polynésien et plutôt que d'être le nôtre, par exemple. C'est de s'intéresser à une séquence intergénique de 9 paires de bases qui se trouvent dans le génome mitochondrial entre la cytochrome oxydase 2 et puis l'ARN de la lysine. Cette petite séquence intergénique, elle définit une signature de l'ADN mitochondrial polynésien, puisqu'il y a une délétion de ces 9 paires de bases qui cause donc un fragment plus court chez les Polynésiens que chez nous. On peut également le détecter par des approches de type de courbe de fusion. Ça nous permet donc de ne même pas avoir à séquencer un quelconque ADN, mais immédiatement, au cours de son amplification, d'être certain s'il est endogène, ou en tout cas s'il est polynésien ou non polynésien. Okay, so these are the general results from previous studies and of genetic diversity of the female and male lineages. And what you find going from west to east, you get a significant decrease in genetic diversity as you go out through into Polynesia. And concomitant with that, on the right, we're plotting the frequency of 2 particular lineages, a mitochondrial one in purple and a Y chromosome in blue. That as you go west to east, these 2 are increasing significantly. So this I'll come back to about what the implications, what that tells us about the type of voyaging and the type of colonization process. But there's a longitudinal correlation which is very significant. Alors si on s'intéresse à la diversité génétique à laquelle on peut s'attendre pour le peuple maori, il faut s'intéresser aux résultats qui sont déjà connus à ce jour de la diversité génétique dans le monde qui va diminuant d'ouest en est, en tout cas d'Eurasie vers l'Asie jusqu'à l'Amérique, en somme, aussi bien pour le chromosome Y que pour le chromosome mitochondrial. Et donc réciproquement à cette diminution de diversité génétique, vous avez une augmentation de la fréquence dans ces populations des haplotypes les plus dominants, jusqu'à avoir une fixation parfois dans certaines populations d'une seule séquence mitochondriale ou du chromosome Y. Et on reviendra là-dessus. Okay, and this is what it looks like on a map. What you have in the orange is what people call the Polynesian Motif, for female mitochondrial. It's extremely dominant the further east you go, and it's not entirely unique to Polynesia, but it's very, very dominant there and also in Fiji. And in fact, you can see some of the more closely related islands in the Polynesian Triangle. It's extremely dominant. And if we plug onto there our results for the têtes maories, in fact, 100% belong to this. So, and this is generally reflected in the modern populations too, where this is a very, very the dominant percentage. Alors, cette fois-ci, on cartographie nos séquences mitochondriales. On observe donc le gradient dont on vous parlait de diversité, avec une diminution de diversité quand on arrive en Polynésie assez drastique. En fait, des effets de dérive génétique qui font qu'on a perdu au fur et à mesure de la diversité, en tout cas, et que chacun de ces îlots a pu éventuellement fixer partiellement telle ou telle séquence. Alors, il n'y avait pas de séquence connue de maoris anciens jusqu'à ce jour, donc c'est peut-être correspond aux premières séquences anciennes potentiellement de maoris, et il se trouve en tout cas que du point de vue mitochondrial, elles appartiennent elles contiennent clairement le motif polynésien que l'on connaît dans la région. Alors, malheureusement, ce motif polynésien n'est pas suffisant pour dire si ces têtes proviennent effectivement de Nouvelle-Zélande. Donc l'information mitochondriale, elle ne permet pas de pointer spécifiquement l'origine néo-zélandaise des têtes, mais elle permet clairement en tout cas de pointer leur origine polynésienne. I think it's probably worth mentioning on this slide
that this pattern is not consistent with random voyaging. If people were randomly finding these islands, if they were randomly occurring, then what would happen is you would get a random distribution of dominant lineages in different regions. And because because this one particular lineage is so dominant in all of these places, it shows that it's more consistent with a connection of systematic voyaging that connects these people over a period of time. They may be later isolated, but that's the most realistic interpretation. Alors Philippe voulait juste insister sur le fait que la distribution géographique de ce patron elle soutient l'hypothèse selon laquelle le peuplement ne s'est pas fait de façon aléatoire par des voyages qui auraient été initiés un coup ici, un coup là à partir de peuples différents. Au contraire, on a un effet de directionnel, de canalisation, de concentration de la dérive qui suggère qu'il y a eu des étapes successives à partir du même peuple. And this is just a principal component plot of genetic diversity based on FST for people who do that type of thing. And again, it just shows that Maori heads fall within this Polynesian diversity in general, which plots away rather like the cranial measurements we've seen into different groups. Bon, autre type de représentation, on est là encore en analyse de composantes principales, mais cette fois à partir de données qu'on appelle les FST, c'est de la structuration de population, et à partir de ces données génétiques, on voit bien que nos têtes maoris, là encore, se retrouvent dans l'ensemble relativement vaste des Polynésiens. So here we are looking at the male lineages now, the Y chromosomes, and here you have quite a similar pattern. And the thing of interest here is this is an old picture, and they hadn't quite worked things out particularly. The top two should actually be put together, the dark blue and the light blue, okay? And that again is a dominant lineage, not as dominant as the mitochondria, but it's present throughout Polynesia. It clearly has an origin in Melanesia, and it doesn't seem to come from Taiwan. And the heads that we tested for Y chromosomes, which were half of them, successfully all belong to this single lineage. Alors on a parlé beaucoup de l'origine taïwanaise du peuplement en Nouvelle-Zélande. Ça se vérifie uniquement avec le génome mitochondrial. Quand on passe au génome du chromosome Y, donc cette fois l'information génétique issue des lignées de papa, on se retrouve avec un patron cohérent en termes de perte de diversité au cours du peuplement de l'Océanie, mais cette diversité, elle tire son origine plutôt de Mélanésie, et en l'occurrence avec donc une origine qui ne lui reviendrait pas, qui viendrait plutôt d'Indonésie, plutôt que de Taïwan. Mais sinon, pour le reste, on a un patron relativement cohérent, et là encore, une identité complète entre les têtes maories. Toutes les têtes ont donné le même haplotype du chromosome Y. This is a slightly updated picture because in this particular picture, people have since discovered a subset of diversity which distinguishes some of these Y chromosomes from the rest. And now you see a much clearer picture where people that have been tested within what we call the Polynesian Triangle are very, very dominant for this one particular marker. And there, again, we've tested Maori heads, and they are all positive for this marker. So again, it shows this very strong geographic association with the founders of the Polynesian societies. Alors une autre signature moléculaire, toujours sur le chromosome Y, elle est plus récente, celle-là, mais elle montre là encore le même type de fixation de par dérive génétique sans doute, d'un seul haplotype chez les Maoris, qu'on retrouve aussi par hasard, a priori, sur Easter Island. Mais en tout cas, on a un partage strict de cette signature au sein de ce triangle polynésien. And this is just another three-dimensional plot. Showing the same. This is a slightly more interesting one. This was an updated big paper that from Manfred Kaiser, where he's now looking at the autosomal variation. And
here we have a picture on the right. You have showing the Y chromosome, where a majority are derived from Melanesia, but some you would say have a Southeast Asian origin. And in the middle, the mitochondria, the Melanesian component is almost zero, and the mitochondria has come from Southeast Asia. But interestingly, if you look at the autosomes, the Melanesian component is not as high as you would expect if there was, say, an equal input from Melanesia and Asia. There's quite the difference here. There's a variety of ways you could interpret this, but I won't write this second, so we'll be... Bon, on n'a plus beaucoup de temps pour vous expliquer cette diapo, mais en somme, donc, ça synthétise l'information qu'on vous a déjà présentée. Sur le chromosome Y, une contribution importante des haplotypes mélanésiens. Sur le chromosome mitochondrial, une contribution presque exclusive des séquences asiatiques. Et pour le reste des autosomes, eh bien, une contribution beaucoup plus importante des séquences asiatiques que des séquences mélanésiennes, plus importante que ce à quoi on s'attendrait si on était à un équilibre strict 50-50 en termes d'échanges génétiques entre la Mélanésie et l'Asie, entre des papas mélanésiens et des mamans asiatiques. On ne vous expliquera pas pourquoi, parce qu'on n'a pas... We're finished, right? Yeah. Okay, so the first part of the conclusion is that the very factual one, that from all of the extracts that we made, we were able to obtain DNA that was suitable for one type or other of an analysis. And that the mitochondrial, as we've shown, are entirely consistent with a Polynesian origin, and that the nuclear profiles suggest a Maori origin. Although we don't have very much Maori data to compare it to, we can compare it to the data available for other Polynesian islands. And by definition, by conclusion, we can suggest that it is a Maori. Les conclusions principales, donc toutes les têtes ont fourni de l'ADN, au moins pour obtenir des séquences mitochondriales. Les séquences mitochondriales nous permettent d'assurer que ces têtes proviennent bien de Polynésie, c'est certain. Pour ce qui est de l'origine maori, il faut au moins avoir accès au matériel nucléaire, et quand on a accès à ce matériel nucléaire, donc pour la moitié des têtes, donc on peut en effet être quasiment certain de cette origine maori. Je dis seulement quasiment certain parce que ce qui manque aujourd'hui sont des données génétiques associées aux maoris modernes, correspondant à ces séquences qu'on a produites sur les maoris anciens. I would say that whilst we wanted to see what we could do with genetic provenance, we obviously are slightly limited by the comparative data that we have. But the overriding point is to say that the majority of these heads have produced DNA of significantly high quality, high enough to get full profiles, both autosomal, Y chromosome, and mitochondria. Which means that as a repository of potential information for Maori people, these heads are unique because they're going to, if they wish, produce data which is capable of reconstructing population diversity and population demography, both around the time of contact, pre-contact. If we apply archaeological dating to them, we can see whether there was diversity decline and when it was. We can look at the possible founding number of people, and if we combine it with archaeological information, we could model demographic change after the time of founding. And many other things. So, but the point is that the DNA is of suitable quality for doing this type of work. Pour finir rapidement, alors il y a des tas d'intérêts à continuer de travailler sur ces têtes, notamment si on est anthropologue et qu'on s'intéresse bien sûr d'un point de vue génétique au peuplement des îles du Pacifique. Pourquoi ? Parce que, tout bêtement, parce que ces restes ne sont pas pollués, entre guillemets, d'un point de vue génétique, par tout ce qui a pu se passer au cours du XXe siècle en termes d'échanges entre les populations de Nouvelle-Zélande et les autres populations du monde entier. Et donc elles nous donnent, si on ne connaît pas exactement leur âge
en termes, bon, elle date en tout cas au moins de la fin du XVIIIe, mais on ne connaît pas leur âge avec certitude. Peut-être qu'elle prédate même le contact avec les Européens, on n'en est pas certain. Mais en tout cas, elles fournissent des traces, on va dire, vraiment extrêmement propres d'un point de vue génétique pour retracer le peuplement des îles du Pacifique, mais aussi la généalogie éventuellement des Maoris, pour ceux qui s'intéresseraient à une réattribution de ces têtes à leurs descendants spécifiques, puisque pour ces têtes pour lesquelles on a eu suffisamment d'informations nucléaires, on peut se dire qu'aujourd'hui on est capable d'identifier à peu près comme si on faisait une étude de médecine légale, c'est-à-dire qu'on peut être à 100% certain de leur identité et de leur unicité dans la population humaine. And so just to re-emphasize, particularly for English speakers, if we were able to go forward and if there was sufficient information from regional populations of people in New Zealand, it's highly possible that we could find a genetic structure and apportion that to what we find in the heads if people have been in the same region for the last 150 years. Then there is a possibility that the type of detailed information that could be retrieved could be used in this way to assist in identifying regions of origin. And if you add to that other types of information, such as isotopic information from oxygen, for example, if you have the isotope information from local sources of water, which are influenced by the type of rock where the water comes from, it's entirely possible to define where an individual lived and the region that they circumambulated during their life. And if you combine that with the genetic information we have and locate it exactly, then you can compare it to people today. You can take genealogies, you can trace the genealogies and have a break chart. And this is a wonderful thing where you have genealogies and oral traditions. You can look at the two and correlate them together. There's even statistical methods to model it. Très rapidement, ce que Philippe vous disait, c'est que la synthèse moléculaire, elle ne s'arrête pas à l'ADN, elle prend en compte les datations carbone-14, elle prend aussi en compte les analyses d'isotopes stables, par exemple les isotopes de l'oxygène qui peuvent vous permettre d'identifier si on fait un traçage de cette quantité d'isotopes dans l'eau, dans les rivières en Nouvelle-Zélande, et bien d'identifier également l'origine géographique de ces têtes en dosant leurs isotopes d'oxygène dans le crâne. Vous voyez, il y a des tas d'outils moléculaires au-delà de la simple séquence d'ADN qui n'est qu'un seul outil parmi la batterie de ceux qu'on peut mettre en œuvre. Merci à vous. Merci bien.